On va continuer de célébrer la francophonie après le glamour et la gastronomie en première partie. On va s'intéresser maintenant à la francophonie économique avec notre invité qui nous attend en direct de Liège. Bonsoir Bruno Bernard, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de ces questions de francophonie économique, vous êtes consultant en commerce international. Peut-être d'abord une question, ça peut paraître très institutionnel de juxtaposer les deux mots. On parle d'espace francophone, c'est bien entendu une langue en commun. Comment ça se traduit économiquement? Est-ce qu'il y a un espace économique francophone? Tout à fait, et c'est le troisième espace économique du monde. Donc derrière les États-Unis et derrière la Chine, si vous additionnez tous les PIB des pays de la francophonie, nous sommes les troisièmes, mais nous l'ignorons souvent. Pourquoi nous l'ignorons? Parce qu'en général, dans la culture francophone, l'argent est quelque chose, n'est pas une valeur positive. Donc il serait temps que les francophones comprennent que le commerce est très important aussi pour la culture et que la langue française est un moteur commercial. Alors bien souvent, disons-le, la langue du business, pour utiliser un anglicisme, la langue des affaires, c'est l'anglais. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est plutôt vrai? C'est un cliché parce qu'actuellement, il faut imaginer, si je vous pose la question, pensez-vous que si la moitié de la Chine parlait français, ça impacterait l'économie de la France, du Canada ou des autres pays francophones? Vous allez me dire oui, mais il faut savoir que l'Afrique, la moitié de l'Afrique à peu près parle le français, et l'Afrique, c'est la Chine des années 80. Donc, la Chine des années 80, vous imaginez le potentiel qu'il y a commercialement parlant et le nombre d'interlocuteurs, d'intervenants qui parlent le français. Donc, l'anglais est une langue commerciale, oui, mais il ne faut pas avoir peur non plus de commercer en français, puisque la troisième économie du monde, c'est la francophonie. Pourtant, même si l'on parle le français, y compris pour faire des affaires, il semblerait que les contrats, par exemple, les négociations, se déroulent documents à l'appui en anglais avec la langue de Shakespeare. Est-ce vrai? C'est une stratégie. C'est évident que quand vous signez des contrats, c'est plus difficile pour vous, si vous êtes face avec un interlocuteur, de signer un contrat dans une langue étrangère. Par contre, c'est vraiment un paradoxe. Je ne vois pas pourquoi des francophones, entre eux, organiseraient des contrats dans une langue étrangère. Ici, dernièrement, j'étais dans un avion avec des Hollandais. Ils revenaient de Roumanie et ils m'ont dit « Nous faisons du très bon commerce en Roumanie parce que les Roumains parlent français ». Donc, si les Hollandais parlent français avec des Roumains, je ne vois pas pourquoi les francophones de naissance ne commerceraient pas entre eux en français. La Roumanie comme exemple, mais aussi, donc vous l'avez cité, le continent africain. Que conseillez-vous au juste aux entreprises francophones qui veulent travailler et investir dans ce marché africain? Alors, il y a un grand paradoxe, c'est les images qu'ont en général les pays du nord de l'Europe ou du Canada, de l'Amérique du Nord, sur les images de l'Afrique. On a des images de l'Afrique toujours un peu de monde qui n'arrive pas à s'accrocher à l'économie, de famine, etc. Mais l'Afrique, c'est tout un continent. Donc, quand vous regardez l'économie de l'Afrique, c'est 7% de croissance. Donc, avec une économie atone en Europe, vous avez 7% de croissance en Afrique. Donc, quand Airbus ou Bombardier installent des usines de fabrication en Afrique, c'est des signes positifs. Quand vous avez un TGV sur le sol africain, c'est un signe positif. Donc, l'Afrique s'est désenclavée et l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans. Si vous réfléchissez aux images de la France en 1945, la France était en pleine reconstruction. En 1965, c'était les années, on va dire en anglais, mais les Golden 60s, donc les années d'or. C'est la même chose pour l'Afrique. Abidjan est en train d'installer son métro. Addis Abeba a inauguré un métro de 70 km, alors qu'en Belgique, on peine à trouver des fonds pour faire le RER entre la capitale et les villes environnantes. Donc il faut imaginer que l'Afrique est un bon investissement pour le moment, avec une croissance énorme. Bruno Bernard, merci de nous avoir donné des clés de compréhension en direct de Liège, en Belgique, puisque l'on parle d'Afrique et d'un continent en plein essor. Selon vous, on va prendre la direction de la Suisse, de Genève, où nous attend Aboubaker Hadi, qui n'est autre que le patron du port de Djibouti. Merci d'être avec nous, Aboubaker Hadi. Vous participez en ce moment sur les bords du lac Léman à un forum qui s'appelle Africa CEO, avec 1000 décideurs présents sur place. Le thème, façonner l'avenir de l'Afrique. Quel est l'intérêt pour vous de ce genre d'événement, au juste ?
Merci. Ce genre d'événement, pour nous, d'abord, c'est de rencontrer d'autres décideurs africains dans les domaines des entreprises privées, et puis de débattre et d'engager des discussions avec les décideurs politiques et d'exposer et d'expliquer les difficultés que nous rencontrons pour améliorer le climat des affaires sur le continent africain. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour améliorer le développement économique en Afrique, notamment francophone? Il faudrait d'abord qu'il y ait des institutions qui travaillent dans la transparence, et puis couper la bureaucratie qui coûte beaucoup en termes de productivité, en termes de création des entreprises. Donc, c'est sur tout ça qu'on avait discuté avec les décideurs politiques du continent qui étaient présents aujourd'hui dans ces forums. Alors, vous êtes donc le PDG du port de Djibouti. Disons-le, on évoque beaucoup plus souvent dans l'actualité économique le port d'Abidjan, qui se trouve en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, pays francophone également, tout comme le vôtre. Djibouti, qui se trouve de l'autre côté du continent. C'est un port stratégique, le port de Djibouti? Oui, c'est un port stratégique par sa position géographique à l'entrée sud de la mer Rouge, sur le détroit de Bab el-Mandeb, sur la voie du canal de Suez. C'est un des ports les plus profonds en tirant d'eau dans le continent, parce qu'on a entre 20 et 18 mètres de quais avec des profondeurs très importantes qui peuvent accueillir des gros bateaux. Et justement, en quoi, selon vous, la logistique et le transport maritime via ces gros ferries en particulier peut-il être un enjeu pour l'économie africaine? Les infrastructures de transport sont très très importantes pour le commerce mondial et les échanges de l'Afrique avec le reste du monde. Et le coût de la logistique, si on arrive à la maîtriser, va rendre très compétitifs les produits africains à l'export sur le marché international. Quelle langue parle-t-on sur le port de Djibouti, Aboubacar Hadi? Pardon, quelle langue? Quelle langue est la plus usée justement dans ces échanges commerciaux qui transitent par le port de Djibouti? Est-ce que c'est le français qui résiste à l'anglais ou pas? Non, c'est l'anglais, absolument. C'est l'anglais. L'anglais a malheureusement pris les dessus. Et comme vous savez, Djibouti est un pays enclavé, point de vue linguistique. On est le seul pays francophone dans toute la région. Et puis on a dû s'adapter à l'anglais. Et pour terminer, selon vous, Aboubacar Hadi, que représente et c'est quoi au juste la francophonie économique? C'est très important pour nous la francophonie économique parce que ça nous permet de tisser des liens avec le reste des pays francophones, qu'ils soient du continent ou bien du Canada ou de la France métropolitaine et des autres pays francophones dans le monde. Très souvent en Afrique, quand on parle de bonne gouvernance, ce qui a des incidences, vous le disiez, sur l'économie, on évoque des pays anglophones. Est-ce qu'il y a, selon vous, dans le monde francophone, un bon exemple à suivre en Afrique? Absolument, absolument. Il y a des très bons exemples à suivre en Afrique francophone dans la bonne gouvernance. C'est le cas, je dirais, sans commencer par mon pays, je dirais le Rwanda. Et Djibouti, où le climat des affaires sont vraiment très haut niveau au niveau mondial. Donc oui, et même la Côte d'Ivoire, c'est un autre exemple. Le Maroc est un autre exemple. Ouais. Peut-être une réaction à ce que l'on disait il y a quelques instants dans le journal de l'économie de 64 minutes, Le Monde en français, de TV5 Monde, la Banque mondiale qui va apporter des aides massives, semble-t-il, à l'Afrique subsaharienne. Quel regard portez-vous sur ce genre de mesures? C'est vraiment très important, mais l'expérience que nous avons avec les institutions de Bretton Woods, c'est que leurs décisions sont un peu trop lentes et ça met du temps à se mettre en place.
Merci beaucoup Aboubaker Hadi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous participez donc à ce forum économique CEO à Genève en Suisse. Merci d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.